Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 303e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring pour vous présenter le choc de cette fin d'année, Usyk Fury 2 pour les 3 ceintures, championnat unifié des poids lourds. C'est ce week-end à Riyad en Arabie Saoudite. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire habituel du Fighter Club, Monsieur Baba, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. On a 2 fois Fury Usyk en un an, on est bien quand même. On a bien mangé cette année en boxe. C'est impeccable, mais tu vois, la hype elle commence à grandir petit à petit et ça y est, là, on dit que ça arrive. On est rentré dans la Fight Week Ouais, et on va vous détailler, vous décrypter tout ça. Et on est ravis parce que ça faisait longtemps qu'on voulait les accueillir, d'avoir avec nous le duo d'analystes box de Fight Minds, la chaîne digitale de Chris Guénage qu'on a déjà reçu notamment sur les rankings UFC. Ouais. Vous connaissez bien, c'est sur YouTube à retrouver. Et on a les 2 compères qui font la boxe pour Fight Minds. On va d'abord commencer par celui qui est en studio avec nous. Comment ça va, Kabir? Ouais, ça va super, merci. Et toi, un plaisir d'être avec vous. Merci encore pour l'invitation. Un plaisir très très partagé. Et il est au téléphone avec nous du côté de sa région de Bordeaux. Monsieur Dylan, comment ça va? Eh ben ça va, merci beaucoup les gars pour l'invitation, ça fait plaisir. On est ravis. Fighter Club x Fight Mind, je crois qu'on est pas mal, messieurs, Ouais. pour parler de Usyk Fury 2. Les 2 meilleurs poids lourds de la planète reviennent nous régaler. 7 mois après leur première danse dans le ring, Tyson Fury retrouve son bourreau Alexander Usyk ce week-end à Riyad pour une revanche explosive. Tous les titres ne sont plus en jeu car l'IBF a fait une IBF, mais les attentes autour du choc restent énormes. Usyk est-il invincible? Fury saura-t-il s'ajuster par rapport au premier combat pour prendre l'avantage? Le RMC Fighter Club vous dit tout sur ce rendez-vous bouillant avec en invité Kabir et Dylan, duo d'analystes box de la chaîne digitale Fight Minds. December 21st, Usyk versus Fury 2. The rematch. 2 of the best on the planet will collide. For redemption. For greatness. For legacy. Only one can be heavyweight champion of the world. Get closer to Fight Night. Et merci à Max Sabolin pour la petite prod. T'as raison, Baba. Ça met, tu vois, quand t'entends ça, déjà, voilà, on se met dedans. Ouais, Greatness, history, legacy, les gars. Ouais, c'est ce ça. genre de combat qui nous attend ce week-end. Je préviens tout de suite, on finira cette émission par un hommage à Bruno Suras. C'est ce qu'il a fait ce week-end Évidemment. contre Jamie Munguia. Donc si vous voulez nous entendre en parler, ce sera à la fin de l'émission. On commence par notre thème principal. Usyk Fury 2. Faut pas se tromper parce qu'il s'était trompé la Riyad Season sur le premier poster. Ouais. Ils avaient gardé Fury en premier. Non, le champion, c'est Monsieur Usyk. Ce samedi soir, Riyad, donc plus undisputed, puisque la ceinture IBF est maintenant sur les épaules de Daniel Dubois, puisque l'IBF a fait une IBF, comme je le disais, c'est le plus carré sur la gestion des mandatories, ce genre de choses. Mais les 3 autres ceintures, WBA, WBC, WBO, et The Ring, bien entendu, sont en jeu. Je vais commencer assez basiquement, messieurs. Vous l'attendez plus que le premier, ce deuxième ou pas? Kabir? Ouais, je l'attends également parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et de changements entre le premier et le deuxième, notamment sur l'état de forme de Fury, sur lequel on a quand même pas mal d'inconnus. On voit que, en tout cas sur les réseaux, sur les interviews, aussi sur l'approche du combat à la suite de cette défaite, il a fait beaucoup d'évolutions et beaucoup d'ajustements. Donc je l'attends beaucoup, même s'il a moins d'enjeux avec cette ceinture IBF qui n'est pas en jeu, mais ça reste quand même un combat que j'attends fort. Disons que si Fury le gagne, il aura pas pu être une disputed, quoi. Ouais. Il va l'avoir un peu mauvaise quand même. Baba? Non, je peux pas dire que j'attends plus. Je l'attends évidemment beaucoup parce que je suis très content qu'il y ait une revanche et c'est le genre de combat où il en faut au moins 2. Mais mon attente, elle a duré des années. Je m'étais tellement projeté sur ce combat, comme beaucoup le savaient, que l'attente elle est pas au même niveau. Mais ça veut pas dire que j'ai pas d'engouement. Au contraire, je suis vraiment chaud. J'ai tout regardé ce week-end. Ils ont produit beaucoup de contenu en plus. Donc Je non, sais qu'on vraiment, s'est un je suis peu dans. buté, Baba, ce week-end ensemble à regarder les contenus. Ouais, c'est clair. Il y a un engouement énorme, hein, c'est évident. Dylan, tu sais que Tyson Fury nous dit 2 points, ouvrez les guillemets, il n'y a pas eu un rematch de cette importance chez les lourds depuis Ali Frazier 2. Bon, c'est Tyson Fury, il en rajoute un peu, mais c'est toujours le plus gros combat de la boxe, Dylan, aujourd'hui? Pour moi oui, après je suis un peu moins hype que sur le premier forcément, parce que le premier ça faisait un quart de siècle qu'on n'avait pas eu un champion poids lourd undisputed, il y avait toute la résonance autour de ça, même si ça change rien, le fait qu'il n'y ait pas la ceinture IBF, ça change rien à la qualité du combat, et au fait que le gars qui gagne, c'est quand même le meilleur poids lourd à la fin. Mais c'est pas la même historiquement, ça n'a pas la même importance, donc je l'attends un peu moins. Mais par contre, j'aurais tendance pour une fois à être d'accord avec Fury. Je crois qu'un rematch, au moins chez des poids lourds de cette envergure-là, c'est quand même pas tous les jours, quoi. Non, j'avoue. Peut-être que
Holyfield. C'est exactement. Moi, de j'avais 97 quand même. Ouais. Bon, en termes Pour la de- star qui est sur les Tyson gros- à l'époque et tout, tu vois. Sur les gros noms, c'est clair qu'il y avait ça. Mais ouais, non, mais pareil que Dylan. Pour une fois, avec toutes les bêtises que Fury peut dire, là, honnêtement, il a pas complètement tort. Ouais. Bon, on va commencer par des petites réflexions un peu globales, les gars, avant de rentrer un peu dans la technique et ce qu'on attend, notamment dans les adaptations dont tu parlais, Kabir, pour ce deuxième combat. Qui joue plus gros, selon vous, les gars ? Est-ce que Fury, qui a déjà perdu, s'il perd, bon bah c'est pas très grave, mais s'il gagne, il fait sa rédemption, c'est un peu la rédemption finale de Tyson Fury. Est-ce que Usyk, son héritage, de toute façon, on l'a dit ici, et je sais que vous l'aviez dit, les gars, sur Fight Minds, il a fini le jeu, hein, il a fini le jeu vidéo, champion olympique, champion unifié dans 2 KT. Son héritage, il dépend pas de cette revanche, mais elle l'élève encore plus s'il gagne, s'il bat Fury 2 fois après avoir battu Joshua 2 fois. Qui joue le plus gros ? Baba ? C'est Fury sans aucun doute, sans conteste. Et il a perdu ce combat, il a battu Klitschko. Ça a été son gros fait d'armes. Derrière, on va pas se mentir, la trilogie contre Wilder, à mon sens, ça sera toujours surcoté. Maintenant, il a perdu le gros combat, le choc de la génération. De cette génération. C'est un combat générationnel, vraiment. Tu vois. C'est vraiment ce que je vois là. Et il a perdu. Donc, s'il perd 2 fois contre ce mec, ça fera partie de sa légende à tout jamais. Tu vois. Il aura dominé, il aura été considéré comme le meilleur poids de sa génération jusqu'à ce qu'il tombe sur un lourd léger qui est monté en poids lourd pour le battre. Tu vois. Donc, c'est lui qui joue le plus gros et de très loin. Dylan, on est d'accord ? Moi, j'aurais tendance à dire que Usyk, que Fury, à partir du moment où son 0 comptait tellement pour lui, il aimait trop en parler. Il aimait trop parler de Rocky Marciano, faire le parallèle avec le seul poids lourd qui est parti à la retraite invaincu. Il en parlait en permanence de ça, surtout après le combat contre White, quand il avait annoncé une de ses retraites là. Il en parlait en permanence, et du coup, pour moi, le fait qu'il ait perdu son 0, on en parlera peut-être sur l'aspect le poids, la strat et tout, mais pour moi, il y va un peu pour prendre un chèque sur le deuxième. Peut-être pour laver l'affront aussi, parce que c'est quand même des gars qui ont de la fierté, tu vois. Mais je pense que Usyk, le truc, c'est qu'il prend un rematch qu'il n'a pas besoin de prendre, en vrai. Il aurait pu partir dans le soleil à la fin du premier combat et dire bon, bah les gars, j'ai fini le jeu, moi je me casse, en fait, je vous laisse entre vous battre pour mon héritage et pour mes miettes. Et du coup, Usyk, il peut... alors ça enlèvera pas que c'était le meilleur de cette génération, peut-être pound for pound, tu vois. Mais il y a un côté, bah, tu peux avoir une défaite sur ton palmarès, quoi. Et ça, je trouve que il y a un enjeu quand même pour Usyk qui est pas négligeable, quoi. Ah, il aurait pu pas la prendre, hein, Kabir. Ouais, clairement, il aurait Nous, pu. on l'avait dit aussi ici, s'il partait après le 18 mai et après sa victoire, tu pouvais qu'applaudir et dire chapeau pour les travaux. Tout à fait. Justement, l'analogie du jeu qui est terminé, elle est bien, puisque sur toute sa carrière, finalement, elle a été flawless. Et là, effectivement, il a beaucoup à perdre, justement, puisqu'il a son fameux 0 à perdre. Et Fury, lui, peut corriger le tir en remportant ce combat et en, on va dire, équilibrant cet échange. Mais effectivement, Usyk, il a également beaucoup à perdre et c'est un combat qu'il pouvait ne pas prendre et on ne lui a pas tenu rigueur, en fait. Peut-être, par contre, s'il le fait quand même, t'as enchaîné 2 fois Joshua, Dubois, 2 fois Fury. Ouais, c'est compliqué. On est sur un incroyable, on est sur un palmarès incroyable. C'est vrai que la question brute, c'était c'est Fury qui joue le plus gros. Mais évidemment, Usyk, il joue pas rien. Et en plus, pour moi, il y a pas mal de choses qui s'engagent avec ce combat-là. Parce que moi, le premier, dans cette émission, on a dit t'as gagné, fini, t'as fini le jeu, rentre chez toi, c'est terminé, merci, au revoir. Le fait qu'il revienne pour faire cette revanche, s'il perd, tu peux pas dire pas de trilogie. C'est compliqué. Non. Ça veut dire que Usyk, potentiellement, il s'engage sur 2 combats. Là. On a presque envie de la voir ou pas, les gars, la trilogie historique. C'est-à-dire que le cœur pencherait presque Fury pour se dire. Puis c'est historique, les grandes trilogies chez les lourds. Ici, t'es Ali Frazier. Exactement. Tu vois, il y a quelque chose quand même en plus dans ce genre de choses. Ouais, Fury, il a vu en plus cette trilogie, on l'avait vu dans le face-à-face avec Frank Warren qui parlait, qui essayait d'être un peu tempéré, qui disait bon, la trilogie, on verra. Et lui dit non, on veut la trilogie. Clairement, vu la vidéo qu'on a vue cette nuit aussi, les gars, je sais que Dylan l'a vu, on en a parlé. Turki Al-Alchi qui veut beaucoup la trilogie aussi. Et je serais Usyk, j'aurais un peu peur même de quelques cartes des juges samedi soir. Mais on la veut en fait. Pour l'histoire de la boxe, ce serait cool d'en avoir une. Ce serait cool, et le truc c'est que le temps joue aussi beaucoup. Et on sait que autant pour Usyk que pour Fury, on est vraiment sur les derniers combats. Je pense que Turki, ce qu'il veut aussi, c'est forcément un Fury Joshua pour pouvoir finir en beauté. Et le scénario qui arrangerait le plus, en tout cas sur le plan business, ce serait éventuellement une victoire de Fury pour ensuite une trilogie et enfin terminer avec un combat contre Joshua. De toute façon, au pire du pire, si Fury gagne, pour Turki, c'est jackpot en fait. Parce que tu peux faire la trilogie et tu peux faire Joshua, c'est sûr. Ouais, de tous les côtés, t'es gagnant. Il y en a 2 qui seront gagnants aussi, les gars. On fait une petite parenthèse rapide sur ça.
190 millions de bourses oui. garanties donc qu'on a vu passer. Alors, on n'a pas eu la confirmation, on a vu cette info tourner. Ouais. C'est pas le record. Le record c'était 200 pour Mayweather, Pacquiao exact. en 2015. Avec le 60-40, puisque Usyk est le champion, ça fait 114 millions de dollars pour Usyk pour 36 minutes de boxe au maximum, et 76 pour Fury. Qu'est-ce que tu peux te motiver même après, Baba, en fait? C'est compliqué, franchement. 114 millions de dollars. Ouais, bah c'est cool. Pour un combat. C'est une dinguerie. Moi, je suis content pour eux qu'un combat de cette magnitude il soit récompensé par une somme aussi énorme que celle-ci. Donc c'est vraiment bien parce que ça ajoute à l'énormité de l'événement. Et puis surtout, ça place les choses dans son contexte. On peut parler, et on parle ici à 80% probablement du MMA et de l'UFC, mais quand c'est un gros combat de boxe, bah voilà, il n'y a pas d'équivalent. Mais il y a des champions UFC devant le chiffre, Baba. Ils ont dû se mettre en PLS. Ou des anciens champions. Et je parle des champions, voilà. je parle pas du bas du panier. Hein. Voilà, donc, mais c'est cool pour eux, et c'est ce qui fait aussi que t'as l'impression que Usyk il est un petit peu coincé dans cette affaire. Il est un petit peu coincé. Comment tu peux refuser 114 millions? Non, non, mais c'est impossible. Et on était aux alentours de 150 millions de bourses sur le premier. Donc les deux ont au minimum pris 150 millions sur l'année pour ces deux combats-là. C'est une belle quand année. même phénoménal. Ouais, c'est ça. C'est qu'au-delà du ring, tu as passé une belle année quand même, globalement, financièrement. On va rentrer dans l'analyse, messieurs. C'est ce qui nous réunit et ce qui nous intéresse. Déjà, on va s'attaquer au premier combat parce que c'est important pour poser les bases qui vont nous permettre de parler du deuxième combat. On rappelle, victoire par décision partagée, puisque un juge donne 114-113 à Usyk, un autre donne 114-113 à Fury, et le troisième donne 115-112 à Usyk. Je pense qu'on l'a tous revu. Ouais. Pour préparer nos previews, on est d'accord? Maintes et maintes fois. Est-ce que vous avez une différence dans votre jugement par rapport au premier? Est-ce que vous le voyez plus serré que ce que vous le voyez à l'époque? Comment vous allez tout ça, Dylan? Non, alors moi, là, à l'époque, justement, en plus, j'étais à Riyad pour la Fight Week. J'avais couvert la Fight Week et toute la semaine, je changeais d'avis tous les jours. Tous les jours, j'étais. C'est les combats qu'on aime, Fury. ça. Ah ouais, Usyk. Ah ouais, Fury. En plus, je l'ai croisé du coup au conf de presse et tout. J'étais là, je fais. Ah ouais, quand même, Usyk, il a l'air en forme. Ah ouais, mais Fury, il a l'air plus en forme que d'habitude. Le premier, pour moi, c'était vraiment le 50-50 ultime. C'est ce qu'on avait dit avec Kabir sur la chaîne et tout. On était vraiment partagé. C'était le 50-50 parfait pour moi. Là, le deuxième. En fait, le problème c'est que Usyk fera pas d'ajustement entre guillemets, c'est-à-dire Usyk, on sait ce qu'il fait toujours pareil et il le fait tellement à la perfection que les gars arrivent pas à contrer. Il n'y a pas de game plan anti-Usyk alors qu'on sait exactement ce qu'il va faire. C'est Fury qui peut faire des vrais ajustements et honnêtement, on a croisé Fury à Londres avec Kabir pour Joshua Dubois. Il est vraiment gros là et du coup c'est soit il pouvait pas tenir une deuxième diète aussi longue que ce qu'il avait fait pour le premier combat et du coup son camp a préféré pas essayer, soit ils ont vraiment une stratégie de dire on va essayer de tabasser Usyk et d'imposer le poids, je pense qu'on était nombreux à penser qu'il ferait pour le premier combat. Et ça pour moi ils savent bien dans le camp Fury quand même, hein, mais pour moi c'est pas la bonne strat, sachant qu'un gars comme Usyk, si tu le mets pas KO dans les 6 premiers rounds, tu le mets jamais KO parce que il a tendance à gagner toutes ses deuxièmes moitiés de combat, peu importe l'adversité. Et Fury, s'il arrive et qu'il est complètement rincé et qu'il arrive au poids qu'il faisait contre Ngannou ou contre Wilder à 125-126 kilos, je suis pas sûr qu'il tienne la cadence pendant 12 rounds et il le mettra pas KO en 6 rounds. Donc pour moi, le deuxième combat est quand même un peu plus... Usyk a quand même un vrai avantage et puis il est rentré dans la tête de Fury, tu le vois dans les confs de presse et tout quoi. C'est clair. Info ou intox, les gars, à votre avis, le poids? Parce qu'on est rentré avec l'analyse de Dylan là-dessus. Moi, pour l'avoir vu, je suis plutôt sur l'info, comme on s'est dit. C'était il y a 2 mois. On l'a vu fin septembre. On l'a vu il y a 2 mois et on sait qu'entre-temps, il est rentré en camp d'entraînement. Mais le peu d'images qu'on a vu, effectivement, il était beaucoup plus lourd. Et même l'équipe l'a annoncé, effectivement, que sur ce plan-là, ça allait être une stratégie totalement différente. Au cours du premier combat, c'était également une inconnue. L'état de forme physique dans lequel Fury arriverait. Il est arrivé dans... La shape de sa vie, c'est relatif quand on parle de Tyson Fury, mais en tout cas, il est arrivé dans une super shape. Ouais. Et en termes de autant de cardio que de puissance, que de répartition poids-puissance, c'était vraiment au top. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est rendu le combat facile dans les 6 premières reprises. Mais comme le disait Dylan, effectivement, sur la suite, c'est Usyk qui a repris le dessus. Et donc là, forcément, la différence, ça va être forte sur la partie physique avec un Fury qui va certainement arriver beaucoup plus lourd. Et ça va être difficile de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est une différence d'analyse que je vais avoir avec vous, puisque j'ai entendu votre preview déjà. Je viens de t'entendre parler de ce début de combat. Je la garde pour mon trajet retour de tout à l'heure. Je l'ai revu aussi, 2 fois même. Et en fait, j'ai aucun changement sur mon analyse du début. C'est-à-dire que pour moi, ce combat n'est pas serré. Okay. Je donne 4 rounds à Fury maximum. Ok. 4, 5, 6, 12.
C'est tout. Et j'ai pas l'impression du tout que c'est un combat compétitif, hein, entendez-moi, tu vois, c'est pas du tout un beatdown dans un seul sens, mais j'ai l'impression quand même que Usyk était largement supérieur, Baba, sur le premier combat. Bah, pour moi, en tout cas, moi, à mes yeux. Non, moi, c'est, tu sais, il y a toujours deux manières de regarder les combats, parce que on fait de l'analyse, donc forcément, on va avoir une analyse hyper mathématique. Nombre de rounds gagnés, nombre de rounds perdus, point. Et puis après, tu vas avoir l'idée générale du combat. C'est là où pour moi, où c'est très intéressant, la vibe entre guillemets du combat. Mathématiquement, je donne toujours plus de rounds à Fury. Après, que ce soit de 7-5 à 8-4, je me... À Usyk. À Usyk, pardon. Soit de 7-5 à 8-4, je me bats avec personne. En gros, c'est ça. C'est l'idée générale. Je peux entendre 7-5 aussi, voilà. J'avoue. Maintenant, l'idée générale du combat, on la connaît tous, avec un Usyk qui démarre fort, avec un Fury qui revient très fort et qui prend le contrôle des rounds du milieu, et puis Usyk qui prend le contrôle jusqu'au 12e round. C'est comme ça. Donc, Usyk a gagné le combat de boxe. Et il aura gagné le combat de boxe. Et pour moi, ça, par contre, c'est la partie qui n'est pas négociable pour moi dans ma tête. Ouais. Il a gagné ce combat, tout simplement. Maintenant, c'est des considérations mathématiques. Quel round tu vas lui donner, quel round tu vas, etc. Les swing rounds, c'était un combat serré. Il y a des rounds très serrés dans ce combat. Je dis pas le contraire. Maintenant, pour la deuxième partie de mon propos, c'est de dire comment on fait pour le deuxième combat. Donc, comment tu arrives. Pour moi, ça reste un combat 50-50. C'est pas parce que Usyk l'a gagné, et on en parlait beaucoup, toi et moi, c'était au pot de départ de Laurent. Et avec John Dovey qui était là avec nous, et on est parti dans un débat comme quoi on sait pas faire autre chose que de parler de boxe. Non, Alex, c'est clair. C'est une maladie. Mais on était dans un gros débat avec Alex et John, et puis voilà, on se disait que même si Usyk a montré de belles qualités et qu'il a su dominer le combat, ça reste du 50-50. Je reste sur un combat, j'arrive toujours pas à te dire qui va gagner le prochain combat. Et on va rentrer vraiment sur ce deuxième combat, et je te suis là-dessus. Dylan, je suis un peu trop sévère avec Fury sur le premier combat ? Non, moi j'aurais tendance. Enfin, je suis d'accord avec Baba. Et en fait, c'était ça l'important, c'est le bon gars à gagner à la fin. Je me rappelle, moi, m'être dit cette phrase. J'étais avec mon père à Riyad, du coup, pour le combat. Et je me rappelle que vers le 6e round, on s'est regardé, on s'est dit. Fury, il est en train de vraiment de se rendre la vie facile là. Et en fait, c'est pour ça que les moments de domination que Fury a eu dans le combat, il n'y a pas de knockdown, etc. Mais je trouve que les quelques rounds qu'il domine, il les domine vraiment de façon unilatérale. Et que Usyk, à partir du 8e, où il lui pète le nez ou il lui pète pas, selon les propos de Fury, mais enfin peu importe, le moment où il l'attrape au niveau du nez et que ça va gêner Fury sur les prochains rounds, et qu'il va prendre le knockdown derrière, il y a un côté un peu Usyk a ce coup de génie en fait au 8e sur un coup, il a ce coup de génie au 9e sur un coup, et après évidemment il roule sur Fury. Mais je trouve que la domination de Fury est très nette. Mais par contre, effectivement, à la fin, c'est quand même le bon gars qui a gagné le combat. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'il y a un juge quand même qui donne la décision à Fury. On en parlait tout à l'heure, Turki, il est quand même très team Fury. Et du coup, ça fait un peu peur des fois. Donc le bon gars a gagné le combat. Et ça, c'était le plus important. Après, effectivement, la façon dont tu le scores. Moi, honnêtement, je l'ai vu 10 fois ce combat. Je crois que je l'ai scoré 5 fois différemment. J'aurais tendance à être un draw, mais avec le knockdown à le donner à Usyk. Enfin, tu vois, donc c'est des combats qui sont hyper serrés parce qu'il y a des rounds qui sont vraiment serrés. Et c'est des combats hyper compétitifs. Après, moi, je pense vraiment que Fury... j'ai peur que Fury arrive moins motivé pour le deuxième. Voilà, qu'il arrive pour prendre un énorme chèque et qu'il arrive un peu moins motivé pour le deuxième. Et moi, c'est ça qui me fait peur avec ce deuxième combat. Et ça se trouve, ça va être encore plus beau que le premier. Hein. Mais j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de Fury. Très, très intéressant, mais oui, de toute façon, il va le prendre, le gros chèque. Ça, on vous l'a déjà dit. Ça, c'est confirmé. Où je voulais vous mener aussi avec ce débat sur le premier et sur la façon dont on le voyait en l'ayant revu, c'est que je voulais vous faire écouter l'analyse, de Tyson Fury, parce que je me demande s'il se trompe pas beaucoup d'analyse et si ça peut pas lui jouer des tours pour ce deuxième combat. On écoute Tyson Fury. D'abord, on écoute un premier échange, c'est pendant le face-off. Fury qui échange avec Usyk sur ce premier combat. Tu as eu l'opportunité de le mettre KO, mais tu n'as pas pu le faire. Tu m'as mis 10 coups de suite et ça n'a pas suffi. Tu as eu ta chance aussi, Tu n'as même pas pu me mettre KO alors que j'avais les jambes comme celles de Bambi. 10 coups clean sur mon menton et je n'ai même pas touché le sol. Tu vas te faire exploser dans la revanche. Et le deuxième son, c'est juste Tyson Fury cette fois qui va parler tout seul. C'est notamment pendant le Witnessing the Greatness, donc c'est le petit documentaire fait par DAZN en préparation de ce combat, où il analyse une nouvelle fois le premier combat. On écoute Tyson Fury. At times it was too easy.
Parfois, c'était trop facile. J'avais l'impression d'être dans le ring avec un boxeur amateur. Je l'allumais avec des combinaisons de 3-4 coups en lui rigolant au nez. Mon problème dans ce combat, je me suis sans doute trop amusé. 85% de ce combat est allé dans un sens. C'était moi qui le tapais, volonté au corps ou à la tête. Je me baladais très tranquille, je ne me suis pas senti en danger. Un des commentateurs a demandé si on avait déjà vu Tyson Fury se moquer d'un adversaire comme ça, même à plus petit niveau. Et personne ne l'avait vu car je n'ai jamais joué à ce niveau-là. Et j'ai fini par le payer plus tard. Bon, vous voyez à peu près où je vais aller. Est-ce qu'il se trompe totalement d'analyse? Parce que là, en gros, son analyse, c'est j'ai archi dominé ce combat, sauf que j'ai showboté, quoi. J'ai fait du showboating, j'ai trop été en confiance, je me la suis trop raconté. Techniquement, quand tu revois le combat, il showbote pas tant que ça. Ouais. Il y a 2-3 petits instants, mais c'est pas non plus un permanent showboating. Donc, est-ce que c'est de l'intox à la Tyson Fury ou est-ce qu'il se trompe totalement d'analyse et en fait ça peut lui jouer des tours de se dire c'est juste parce que j'ai showboté que j'ai perdu. Non, le mec en face était supérieur à toi en fait. C'est ce qu'il dit effectivement, même dans le face-off justement dans lequel on a pu avoir un extrait, on l'entend également dire qu'on lui pose la question quels sont les ajustements que toi tu mettras en place sur ce deuxième combat. Il dit il faudrait que je sois plus focus, que je showbote un petit peu moins, mais paradoxalement c'est aussi dans ces phases là où il est un peu dans sa zone et il arrive à bizarrement être aussi imprévisible qu'il l'est et marquer ses points et marquer aussi les esprits forcément. Il est Tyson Fury en fait. Exactement. Ouais. Et on sait pas vraiment dans quel état il va arriver, autant physique que psychologique et même dans l'approche du combat. Mais je pense que ouais, il est assez délusionnel, il est un peu délirant sur ce propos-là. Parce que même Baba, t'as pas pu me mettre KO alors que j'avais les jambes de Bambi, tu m'as mis 10 coups clean, t'as rien pu. Il le sauve. Hein. L'arbitre le sauve. Je sais que pareil, on a une petite dissension avec vous les gars là-dessus. Ouais. Mais nous, t'avais raison Dylan, je me souviens quand t'avais parlé de ça sur les réseaux sociaux, c'est le bon truc qui fait l'arbitre, puisqu'il est debout. Oui. Donc il fait bien d'intervenir, sauf qu'il intervient à la 5e fois que Tyson Fury va dans les cordes. Il peut intervenir avant. Il n'est pas obligé d'intervenir là, exactement au moment où Usyk prépare sa gauche du démon. Oui. Et à mon avis, s'il la met, on dit au revoir Tyson Fury. Oui, non, c'est vrai. Donc il a été sauvé d'une certaine façon par l'arbitre. Donc tu vois, Baba, son analyse, je la trouve. Enfin, j'espère que c'est pas sa vraie analyse. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense pas. Il parle beaucoup. Il y a toujours de l'intox avec Fury. Parce que oui, si tu regardes vraiment factuellement, il n'y a pas 10 coups clean, justement. C'était ma frustration. J'étais debout dans mon salon et je voyais pas le coup clean pour le terminer, tu vois. Donc, justement, ça manque justement de précision pour vraiment lui faire mal et le terminer. Et quand le coup clean va arriver, l'arbitre le compte, mais pour moi, en toute légitimité. Il n'y a pas de problème sur le compte. Donc, il se fait sauver par l'arbitre, mais bon, l'arbitre est pour ça aussi, et là pour ça aussi, mais voilà, il n'y a pas de coup clean, et puis derrière, le truc, c'est que Fury, il a des capacités de récupération assez exceptionnelles, tout simplement. Donc il y a ça à mettre à son crédit à lui. Là, il veut rentrer un peu dans la tête d'Usyk en lui disant t'as vu, t'aurais pu me tuer, t'as pas pu, et cette fois-ci, tu pourras pas, parce que tu pourras pas me toucher aussi de la même manière. Moi, j'y vois de l'intox. Ouais, du mind games, Dylan? Ouais, même de mélange d'auto-persuasion, de un peu changer le narratif du fight aussi, parce que du coup, en fait, tu te trouves des excuses, mais sans te trouver des excuses. C'est-à-dire que tu fais pas comme Wilder à dire ah mais mon costume il était trop lourd, j'avais mal aux jambes. Mais ou t'as triché avec tes gants, mais tu sais, tu te trouves des excuses. Tu dis oui, j'ai showbot, oui, bon effectivement tu m'as touché, mais t'as pas réussi à me mettre KO. Il y a un côté, j'ai perdu le fight plus que tu l'as gagné. Donc du coup, sur le deuxième, en fait, si je décide de le gagner, je peux le gagner, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu une volonté de changer le narratif global du fight. C'est Fury. Enfin, je veux dire, faut vraiment, je pense, pas s'attarder sur les déclarations de Fury, qui a quand même tendance à dire une dinguerie par phrase à peu près, en moyenne, et qui se présente 2 fois d'affilée à un fight sans qu'il y ait de problème dans le pré-fight, c'est déjà pas mal. Donc on va le laisser s'exprimer dans le ring, parce que oui, je pense qu'il essaye juste de changer le narratif pour rentrer un peu dans la tête d'Usyk, mais ça marchera pas évidemment. On l'a vu sur le premier fight, Usyk, c'est Usyk, il est imperméable, il est dans son monde à lui et ça marche très bien pour lui, quoi. En fait, excuse-moi Alex, c'est important en plus parce que par rapport à la deuxième partie du propos de Fury, le fait qu'il était trop dans le chambrage et qu'il s'est trop autorisé à chambrer et donc à sortir un petit peu de son combat, tu peux aussi l'interpréter comme de la nervosité parce que en face, t'as un mec qui te met un bouillon, qui te met une pression non-stop à partir de la première seconde.
et qui faiblit pas. Donc quand tu as du succès, évidemment que tu vas te féliciter un petit peu, tu vas être dans ton truc, mais ce qu'on remarque bien, c'est que quand Fury il a du succès, et vraiment surtout dans le 6ème où il commence même à aller au corps, et c'est qu'à ce moment-là qu'il va au corps. C'est après qu'il touche avec le uppercut et qu'il décide de combiner un petit peu avec son crochet du gauche au corps, mais il le fait pas beaucoup déjà. On sent qu'il y a vraiment une volonté de Fury de pas rester à l'intérieur. Et si tu veux pas rester à l'intérieur, c'est pas juste parce que tu es en train de t'amuser en étant en distance longue, c'est juste parce que tu sais qu'en face, si tu restes trop longtemps, il va te faire mal, et on l'a vu. Et le fait que Usyk ait pu rester longtemps à l'intérieur, c'est parce que lui, il a jamais baissé de rythme, tout simplement. Donc ce sera à lui de voir. C'est pour ça que le poids, tout ça, c'est intéressant à savoir, parce que c'est soit tu fais du conditioning pour faire 12 rounds à fond, soit tu viens beaucoup plus lourd parce que tu veux le tuer avant. Et on va rentrer là-dedans parce que c'est intéressant. Une stat d'abord. Tyson Fury, quand c'est des rematchs, il met KO le mec en face. Toujours. Ouais. McDermott, Chisora, Wilder. Chaque fois, ça finit en KO. Donc c'est pour le clin d'œil pour les fans de Tyson Fury. Le problème, c'est que c'est ni McDermott, ni Chisora, ni Wilder en face. C'est Alexander Usyk avec son footwork, ses qualités, sa pression permanente. Donc c'est pas la même quand même. On rentre direct dans le truc. Qu'est-ce qui doit changer, Tyson Fury? Il doit faire le 4-5-6, mais plus longtemps. Il doit changer de sa façon de boxer. On sait qu'il a été beaucoup sur le pied arrière dans ce premier combat. Ouais. Il doit plus faire... Vous vous souvenez, avant Wilder 2, où il dit « je vais aller le boxer, et je vais aller le mettre KO, et personne n'y croit. Ouais. » Personne n'y croit. Et il va le faire, et il le met KO. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il doit faire, les gars, Kabir? Ouais, techniquement, sur la partie ajustement, au-delà de la partie physique qu'on a beaucoup abordé, il y a cette imprévisibilité qui le caractérise. La capacité aussi à travailler à bonne distance, à bien gérer la distance avec son jab, ce qu'il avait fait notamment dans les premières reprises, et cueillir avec ce fameux uppercut du droit. C'était l'une de ses armes principales. Éventuellement accentuer aussi le travail au corps. Ça a été, on en a beaucoup parlé de la vulnérabilité, ou en tout cas de la soi-disant vulnérabilité d'Usyk au corps, notamment après son combat face à Dubois. Mais c'est vrai que entamer physiquement un boxeur comme Usyk, c'est difficile, mais ça peut être une des armes pour essayer de clôturer le combat au plus vite, parce que je sais pas si aller au bout face à Usyk, ça va être une bonne stratégie pour Fury. Surtout avec le physique dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Baba. Ouais, le truc, c'est qu'il va falloir faire attention, comme le dit Kabir, à la distance déjà, parce que Usyk, lui, il a investi au corps très rapidement dans le combat. Dès le premier round, il y avait des gros directs du bras arrière qui passaient au corps, et c'est quelque chose qui a ralenti Fury, qu'il le veuille ou non, c'est ce qui s'est passé. Moi, surtout, ce que je vois dans la revanche, c'est la même chose que contre Deontay Wilder, c'est-à-dire que il peut pas reculer comme ça et autoriser Usyk à lui rentrer dedans et à dicter le rythme du combat. Si tu te laisses dicter le rythme du combat face à Usyk, il n'y a pas un humain sur Terre qui le bat, tout simplement. En fait. Donc il va devoir avancer sur Usyk, parce que quand il a eu du succès, surtout sur cet uppercut du bras arrière, c'est parce qu'il est en train de tourner. Il n'est pas en train de reculer, il est en train de tourner. Il reste au centre du ring, mais il tourne. Et du bon côté en plus, sur son bras. Donc je pense que logiquement, ce qu'il devrait faire, ça va être rester en face de Usyk et surtout avancer sur lui mettre la pression et essayer de toucher rapidement. Mais Dylan, à la fin, donc dans ce premier combat quand même, à un moment... Le cardio, il suit plus en fait, parce qu'en face, la pression que lui met Usyk, c'est impossible de tenir ça. Entre le poids dont on parle, alors info ou intox, mais on le voit arriver plus gros, cette volonté qu'on peut avoir dans ces rematchs, souvent d'aller plus chercher le KO, chercher la bagarre, comme il l'a fait contre un Wilder, il peut le faire, Fury? Ou alors il va falloir le faire dans les 5 premiers rounds, quoi, parce qu'après c'est terminé, quoi. Pour moi c'est ça, il peut le faire, parce que c'est pas déjà il n'y a rien qui est impossible, et puis là on parle quand même de... Déjà, on parle de boxe, alors on en parlera plus tard dans l'émission, mais effectivement, rien n'est impossible en boxe. Tout à fait. Mais en plus, il y a quand même Enfin, là, on parle de boxeurs ultra élite, on parle de talent générationnel et tout, donc t'es pas... Enfin, je veux dire, Fury, il peut aller chercher Usyk. C'est pas... Encore une fois, le premier combat, il est quand même... il est au moins compétitif, même si pas serré, mais du coup, tu sais qu'il peut y aller. Enfin, Fury, c'est quand même un sacré boxeur. Maintenant, s'il le fait pas dans les 6 premières reprises, et si la strat c'est effectivement de mettre la pression à Usyk, parce que moi je suis entièrement d'accord avec les gars, tu peux pas laisser boxer Usyk, parce que c'est le meilleur boxeur du monde, qu'il a plus de rythme que toi, il a plus de volume. Si tu laisses dicter le rythme et avancer, tu pourras pas suivre. Enfin, c'est impossible de suivre Usyk. Donc du coup, surtout pour un mec de 125 kilos comme Fury, quoi. Donc à part lui rentrer dedans et tenter d'aller chercher le KO dans la première moitié, c'est un pari. Après, il est gagnant, il est pas gagnant. Mais pour moi, tu es obligé de t'imposer physiquement. Enfin, l'avantage qu'a Fury sur Usyk, c'est son physique. Je veux dire, il boxe bien, Fury, il est imprévisible, etc. Mais c'est pas un meilleur boxeur qu'Alexander Usyk. Oui. C'est comme quand Joshua a essayé de rentrer dans un combat de boxe contre Usyk. C'est-à-dire, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec l'ego de dire oui, mais moi, je vais le boxer à Usyk. Non, le boxez pas. C'est comme en MMA avec Pereira. Emmenez-le au sol, pitié. Arrêtez d'essayer de striker avec lui.
Pour moi, c'est un peu pareil. Mets ta puissance physique sur Usyk. Usyk, il a été en galère 2 fois depuis qu'il est chez les lourds. C'était contre Chisora, il a quand même un peu galéré, il a eu du mal à trouver son rythme. Et c'était contre Joshua dans le deuxième combat, il y a 2-3 rounds où il se fait bousculer. Et en fait, à chaque fois, c'est quand il s'est fait bousculer, Usyk, chez les poids lourds, qu'il a un peu perdu son rythme, qu'il a un peu perdu sa maestria, on va dire. Donc je pense qu'il faut lui rentrer dedans. Et par contre, c'est un pari qui est gagnant ou perdant. Parce que tu ne peux pas faire ça pendant 12 rounds, ça c'est évident. Ah, mais tu le disais, hein, cette faculté qu'a Fury à utiliser son poids, sa taille, son allonge, il l'a fait dans plusieurs combats. C'est ce qu'on attendait un peu sur le premier combat. On a été quand même un peu surpris de ne pas le voir à ce point-là. Il serait intelligent de l'utiliser, mais c'est compliqué contre un Usyk parce que t'es agressif. Ouais. Il peut te contrer, il peut créer ses angles, te contrer comme il veut. C'est un boxeur fabuleux, Alexander Usyk. Et si t'es pas agressif ou que tu restes sur le pied arrière comme le premier combat, il peut refaire ce qu'il a fait au premier combat et te mettre cette pression incessante qui fait qu'à un moment tu craques. C'est quand même une équation très très dur à gérer, Alexander Usyk. C'est pour ça même que quand t'es Fury, Baba. C'est pour ça que pour moi, il trône tout en haut du classement aujourd'hui, tu vois, avec un certain boxeur japonais qui est très apprécié dans une partie du plateau ici. Par tout le plateau, j'espère bien. mais non, c'est pour ça, tout simplement. Et à un moment, il faut faire un choix, tu vois, que ce soit Fury, que ce soit ses coachs, il faut faire un choix stratégique, comme le dit Dylan. Il y a des avenues stratégiques parce que le combat était serré. Mais il a été serré juste sur ses qualités, Fury. Moi, j'ai pas l'impression qu'il est venu avec une stratégie claire dans le premier combat. Tu vois, il est venu pour le boxer, il y avait beaucoup d'ego. T'es un bon boxeur, je suis un bon boxeur, on va voir c'est qui le meilleur boxeur des deux. Après, il y a les faits de combat qui sont arrivés, etc. Donc maintenant, c'est d'arriver dans ce deuxième combat avec un vrai game plan. Et comme tu l'as dit, c'est simple. Soit je suis plus lourd et je vais mettre beaucoup de puissance et je vais mettre la pression. Chaque phase de clinch, je vais être fatigué. Je vais donner des petits coups derrière la tête. Tu vois, rendre le combat sale. Ou alors tu décides que tu vas boxer encore une fois, mais que tu as fait quelque chose pour ton conditionnement. Mais je vois personne aller sur la distance, en tout cas. Finir plus fort que Usyk, c'est compliqué, même s'il y a eu un très bon 12e round Fury dans le premier combat. Faut pas oublier aussi que 7, 8, 9, 10, 11, Usyk, il envoie je sais pas combien de coups, et il met tellement de pression que c'est normal qu'il termine fatigué en fait. Donc il va falloir faire un choix stratégique, tout simplement, pour Fury, s'y tenir. Et après, écoute, c'est la roulette russe. Est-ce que ça marche ? On verra. Et le coin aussi. Je suis désolé de te Dylan. couper, Alex, mais le coin, parce que honnêtement, on n'en a pas reparlé beaucoup de ça. Vrai. Mais le bordel dans son coin à Fury, là, en revoyant le fight, c'est ce que je me suis dit. Ça, par exemple, c'est pas possible au deuxième fight quand t'as un mec de la qualité d'Alexander Usyk en face, ou exactement ce que vient de dire Baba, où t'as besoin d'un game plan ultra limpide, où tu peux pas t'éparpiller, et du coup, t'as 4 gars qui te parlent en même temps. En sachant qu'il y a des bons gars dans le lot 1, que ce soit Sugar Hill ou Andy Lee, ces deux entraîneurs, c'est deux monstres, tu vois, des entraîneurs de boxe. Mais John Fury qui gueule derrière, qui raconte n'importe quoi comme d'habitude. Attachez-le à sa chaise. Non, c'est pas possible. Il faut que ça, c'est un des trucs. Il faut absolument que ce soit réglé. Enfin, je veux dire, faut le baïonner. C'est pas possible. Ouais, complètement. Dylan, je m'en souvenais plus. C'est en revoyant toutes les émissions, tous les trucs que j'ai. Mais c'est une dinguerie. Au 10e, là, quand il reste 2 rounds, qui sont là, John Fury gueule plus que les 2 autres, alors que c'est les 2 autres les cerveaux les meilleurs en boxe, hein, clairement. De l'autre côté, t'as même Andy Lee qui lui dit gagne les 2 rounds, t'as gagné, alors que c'est n'importe quoi ce coin au 10e round et tout le combat d'ailleurs. Et attacher John Fury à une chaise. Je crois que à un moment, il faut loin du ring. C'est pas possible d'être comme ça. Mais de toute façon, il a une incidence telle sur les combats que c'est n'importe quoi. Et même si c'est un combat dont tout le monde s'en fout, il vient de faire annuler un combat entre son autre fils et Darren Till, juste parce qu'il a fait n'importe quoi à la conférence de presse. À un moment donné, il faut que quelqu'un réagisse. Mais c'est clair que oui, c'est vrai que tu fais bien, Dylan, de le mentionner, parce que j'ai failli oublier. Et en plus, on le voit bien dans le reportage de DAZN. Et les mecs le disent. Tous les analystes qui interviennent dans le reportage le disent. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Tu peux pas avoir autant de voix. Folie, il peut rien comprendre. Il a 3 voix qui lui balancent des trucs. C'est compliqué. C'est complètement lunaire. Et on va écouter sur cette analyse du deuxième combat de comment l'aborder. On va réécouter Tyson Fury, toujours dans le face-off. C'est un échange avec Alex Krasiuk, qui est le promoteur ukrainien d'Alexander Usyk. Et une nouvelle fois, assez étonnante l'analyse de Tyson Fury. On écoute Monsieur Fury. Je vais faire pareil que la dernière fois, mais sans le faire cueillir au 9e round. Un peu plus concentré, un peu moins désinvolte, et je devrais gagner ce combat assez tranquillement. C'est quoi ton plan pour cette revanche? La même chose, je n'ai rien besoin de changer car c'était un combat serré. Si je ne prends pas un 18 au round 9, peut-être que je gagne. Alors si je reste un peu plus concentré et que je fais pareil, je ne vais rien changer car ce n'était pas une correction avec un des deux qui domine largement. C'était un combat serré, ça aurait pu pencher des deux côtés. Et juste derrière, en complément, on écoute
Alexander Usyk, parce que j'aime bien le grand écart entre les deux analyses, qui dans les mêmes face-off, explique lui comment il voit le deuxième combat. Tyson sait comment je combats. Je sais comment Tyson combat. Ce sera un combat différent. Voilà, voilà pour l'analyse d'Alexander Usyk. C'est basique. Moi, j'ai l'impression, c'est du Fury en fait. Ouais. C'est l'inverse. Il faut écouter l'inverse de ce qu'il dit en fait. Il le sait bien qu'il y a des choses, que faire la même combat, oui. ça donnera le même résultat. On est d'accord, les gars, non ? Évidemment, et puis il va pas dire ce qu'il va faire là comme game plan là tout de suite. Surtout que le face-off, si je dis pas de conneries, c'est un mois avant le combat. Ouais, il y a encore largement le temps de faire des ajustements peut-être même tactiques. un peu plus qu'un mois. Avant octobre, ouais. Voilà, il y a le temps de faire des ajustements tactiques. Ceci dit, il est arrivé en Hitman, Usyk. Ceci dit, je suis sûr que par contre dans ses propos, il y a une part de vérité dans ce que lui pense. Parce que là, tu vois, il y a une approche très mathématique de la chose en disant voilà, je perds un round 18, sinon je gagne. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'approche mathématique et de la physionomie du combat. Parce que normalement il doit savoir qu'il a perdu la physionomie du combat. Et ramener ça à une histoire de ouais mais tu vois si j'avais gagné ce round là déjà ça donne une indication de se dire probablement qu'il n'aurait pas voulu faire de revanche. D'ailleurs ce qu'il dit, parenthèse, c'est faux dans le sens en fait il gagne pas. Mais si c'est 19 au lieu de 18, s'il n'y a pas le down, peut-être. Il y a match nul. Ils font un draw. Voilà, il y a un draw. Il y aura un match nul. Donc il faut vraiment, encore une fois, ce qui va changer la phase du deuxième combat, ça va être la physionomie. C'est comment lui va réussir à changer la physionomie du combat, tout simplement. S'il a trouvé les clés, oui, il gagnera. Mais il faut changer la physionomie, il ne faut pas changer les mathématiques. Dylan, en fait, c'est une question assez simple, non ? Le vainqueur, le possible vainqueur du week-end prochain, c'est celui qui aura le mieux analysé le premier combat ? Le mieux analysé quoi changer ou quoi adapter ? Je pense que c'est celui qui aura le game plan le plus clair aussi. Enfin, Baba était quand même était vraiment dans le juste là-dessus. C'est que dans le premier fight, Fury, il a pas vraiment de game plan clair. Enfin, le fait de reculer, laisser un gars venir à toi, ça peut être un game plan. Là, en l'occurrence, ça s'applique pas quand tu boxes Usyk. C'était vraiment un combat d'ego, de dire je boxe mieux qu'Usyk, donc mieux que Joshua qui s'est fait battre par Usyk. Enfin, il y avait tout un truc. Là, honnêtement, Usyk, s'il analyse son combat, je pense qu'il voit qu'il faut qu'il prenne un peu moins ce uppercut-là. Et Usyk, il a à peu près que ça à faire comme changement, parce que sinon, son combat... il se fait dominer parce qu'il prend quelques uppercuts et que Fury arrive à boxer de loin, donc il perd des rounds comme ça, mais l'ajustement est quand même assez faible, alors que pour moi, Fury, il doit faire un combat complètement différent s'il veut avoir une chance de battre Usyk, et c'est paradoxal parce que pour moi, le combat était très serré, mais s'il refait exactement la même chose, Fury, sur le deuxième, il gagne quand même pas le combat, peu importe 9e round ou pas 9e round. S'il essaye de boxer avec Usyk, il gagnera pas ce combat. Surtout qu'il va arriver plus lourd. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ou alors, il nous montre des photos qui ont 2 mois sur les réseaux sociaux. Et c'est une technique de mastermind. Mais sinon, je pense qu'il va arriver plus lourd. Donc, il faut juste qu'il analyse effectivement son combat et dire je change de strat. Je veux un coin plus clean avec une seule voie. Et on va lui avancer dessus à Usyk et on va le mettre sur le reculoir, comme avait réussi à le faire Joshua dans le round 9 et 10, je crois, du deuxième fight. Du deuxième combat, exact. Et à chaque fois, Usyk, derrière, il fait son meilleur round. Ouais, c'est ça. Il fait un round de malade, parce que c'est ça de l'affronter Alexander Usyk. Tu sais que tu l'as mis mal, et il revient encore plus fort au round d'après. Et puis toi, t'es fatigué, parce que t'es lourd et tu fais 110 ou 115 kills, ou 120, 125. Et l'autre, il t'avance dessus. T'es crevé, donc bon, voilà. Il a un moteur, il baisse pas son moteur Usyk dans le combat, c'est ça qui est. Il a même un deuxième souffle, c'est dingue. En fait, c'est pire que ça, ouais. C'est ce que dit Kabir, c'est pire que ça. C'est parce que tu peux combattre des mecs qui sont des métronomes. Tu sais qu'il va avoir un rythme comme ça. Toi, tu vas te permettre, de faire des accélérations parce que tu sais que lui va rester à ce rythme. Le problème d'Usyk, c'est que à un moment donné, il va mettre un rythme ici. Dylan ne voit pas mes mains. Il va mettre un rythme haut. Il regardera le replay. Tu vas matcher le rythme et puis il met une marche de plus. Et là, tu te dis bordel. Moi, je peux pas aller sur cette marche. Moi, je peux pas. Je suis déjà max en fait. Et lui, il met à 120, c'est pas possible, je cède en fait. Et là, les gars, je parle aux boxeurs qui vont me répondre à ça, mais là, dans la tête, quand tu vis ça, horrible. C'est un enfer. C'est un enfer parce que t'es à fond et tu te dis, mais lui, il est pas à fond. Et il revient encore plus fort. Et effectivement, on pense à ce 7e round où tu le vois embrasser sa croix et repartir et aller encore plus fort, rajouter de la pression, du débit face à un Fury qui lui est de plus en plus diminué. On se dit mais c'est pas possible et c'est là où il reprend le combat quoi. Le moment où il embrasse la croix là, Usyk, t'es dans le coin d'en face, t'es pas bien. T'es pas bien. Et ça dénote clairement en plus, comme le dit Dylan, des deux coins, tu vois. T'as un coin là-bas où c'est le merdier pas possible. Et là t'as le coin de Usyk où c'est son coach qui lui dit est-ce que tu veux embrasser ta croix? Il lui dit oui. Il dit maintenant faut qu'on démarre. Ok. Il fait un bisou sur la croix et il se passe ce qui se passe derrière, tu vois. Donc on sait ce qu'on veut faire, on sait que Usyk il est capable d'aller plus haut. Alors que quand tu regardes le combat,
Moi, et j'ai regardé tous les combats d'Usyk, vous le savez, depuis la WSB et même aux Jeux Olympiques, moi je pense qu'il est à fond à ce moment-là. Moi je pense que c'est son max et qu'en face il est peut-être un peu trop fort, tout simplement. Et là, l'autre, son coin, lui, il le sait. Il dit, moi je sais que t'as encore une vitesse de plus, Vas-y. c'est maintenant, on y va, tu vois. Et là il met la vitesse en plus. Il reste un point à passer. C'est intéressant tout ce qu'on parle, Kabir. Il y a un côté, moi surtout ce que je lis sur ce combat, on parle beaucoup de Tyson. Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il va faire les trucs qui font qu'il va pouvoir résoudre l'équation Usyk? Et je trouve qu'on oublie le fait qu'Usyk, c'est un IQ de boxe incroyable qui lui aussi pourra s'adapter en fait. Oui, tout à fait. Tu vois, je trouve qu'on l'oublie trop dans cette analyse de combat. Enfin, pas nous spécifiquement, mais tu vois, globalement. Oui, mais en fait, c'est parce qu'on a aussi l'impression qu'Usyk n'a pas grand-chose à faire finalement et que c'est quelqu'un de constant, autant physiquement que techniquement, tactiquement, on sait. C'est un boxeur accompli, constant, et Fury, autant de par ses frasques et toute l'approche à la fois médiatique, mais aussi l'approche de ses entraînements, le fait qu'il soit très peu constant, autant dans sa carrière que même au sein de ses combats, avec des combats qui sont en dents de scie, en tout cas en termes de gestion, que ce soit de l'effort ou de la partie technique. C'est pour ça qu'on fait beaucoup le focus sur Fury. On a l'impression que c'est plutôt lui qui a les clés pour se rendre le combat facile et le gagner, plutôt qu'Usyk qui lui doit effectuer des ajustements techniques et plus stratégiques. Donc on parlait aussi de Fury, il y a pas mal d'armes qu'il n'a pas utilisées lors de son premier combat. On parlait de l'aspect lutte, boxe sale, comme tu le disais, Baba. Le fait de coller, d'essayer de boxer de manière un peu plus vicieuse, de boxer gaucher, parce que c'est un très bon switch hitter. Il est capable. Et à la fois, excuse-moi de te couper, mais à la fois, quand je revoyais le combat, les phases, notamment au clinch, quand il y a du clinch sur ce premier combat, c'est pas Fury qui bully Usyk. Hein. Non, c'est Usyk. Il a fait de la lutte. Usyk, il a fait de la lutte. C'est l'inverse. C'est parce que Fury n'est pas venu faire ça. En fait, encore une fois, il est venu le boxer, tu vois. Et à ce moment-là, quand t'es pas dans ce mindset-là, Kabir et moi, on vient du Muay Thai, si t'es pas venu pour faire un combat au corps à corps, tu vas pas switcher comme ça d'un seul coup, tu vois. Sauf si t'es un combattant genre un Danny Bill, qui va vraiment pouvoir t'adapter dans le combat. Mais avec la fatigue aidant, c'est très difficile de s'adapter et de faire proposer quelque chose. C'est là où Usyk est fort. T'es sur ton plan. C'est là où Usyk est fort. On l'a vu contre un Mourad Gassiev, par exemple, où il a su faire les deux. Il a su être sur le pied avant, provoquer Gassiev pour essayer vraiment de provoquer les power punches et à partir de là, passer en mode esquive contre-attaque. Déplacement contre-attaque, esquive contre-attaque, etc. Tu vois. Et lui, il est capable de faire cet ajustement dans le combat ou encore une fois d'appuyer sur l'accélérateur dans le combat, là où plein d'autres auraient décliné parce que tu viens de prendre le bouillon sur 3 rounds, tu vois. Donc comme l'a dit Dylan, ça se passe dans la prépa. Ça se passe dans la prépa et ça se passe dans l'établissement d'un game plan. Moi, c'est comme ça que je le vois et de s'y tenir derrière. Dylan, si on résume et qu'on veut conclure un peu toutes nos discussions, le chemin possible pour Fury là, pour aller prendre sa revanche, il y a que le chaos. Il y a que le terminer avant la limite. Pour moi, il y a que le chaos. Alors déjà, je pense que battre Usyk au point, qui que tu sois, je pense que c'est quand même une sacrée performance. Hein. Déjà le mettre KO, il a jamais pris un knockdown dans sa carrière. Alors on va pas revenir sur le truc avec Dubois, mais il a jamais pris de knockdown dans sa carrière pro. Tu peux pas aller. Apparemment, ce mec, il est difficile à mettre au tapis, mais il est encore plus difficile à battre au point, je pense, parce que il mettra plus de volume que toi obligatoirement. Il est ultra précis, donc il va toucher plus souvent. Il va plus se déplacer que toi, donc il va te fatiguer. Tu vas aller. Quoi qu'il arrive, Usyk, si tu le mets pas KO, pour moi, tu le bats jamais. C'est ce qu'avait compris, j'espère, Joshua sur le deuxième fight, par exemple, qui a eu quand même qui a eu plus de succès, on va dire, que sur le premier, même si Usyk gagne largement. Et pour moi, c'est la seule stratégie à adopter, c'est lui rentrer dedans et pas le laisser imposer son rythme. Après, je te dis ça. Apparemment, ça marche pas puisque le mec a jamais perdu en pro. Donc, il y en a qui ont essayé. Et si c'était aussi simple que ça, je pense que Usyk, ça fait longtemps qu'il aurait été vaincu. C'est comme le clinch, on dit il faut l'attraper et tout. J'ai pas l'impression que Fury soit beaucoup plus fort physiquement qu'Usyk, malgré les 20 kilos de différence. J'ai l'impression qu'Usyk, c'est quand même une sacrée force de la nature. C'est pas parce qu'il a pas un ultra punch à la Wilder que voilà. J'ai l'impression qu'il est très très fort physiquement, qu'il est très dur à attraper aussi parce que il bouge tout le temps. Donc clincher quelqu'un, Baba et Kabir, ils viennent du Muay, ils te le diront. C'est pas juste tu t'approches et tu l'attrapes. Il y a un peu plus de profondeur que ça. Et pour moi, s'il va pas le chercher dans les 6 premiers rounds et qu'il le met pas KO, je pense que la deuxième moitié de combat va être très compliquée pour Fury. Et les gars, ma dernière question, elle est sur la partie mentale. Vous avez vu les échanges, notamment dans le face-off, où Usyk lui répète « I'm not gonna leave you alone », avec son petit accent. L'autre qui lui dit « What does that even mean ?» Qu'est-ce que ça veut dire? T'as quand même cette impression, pour la première fois, parce que c'est quand même, pour le coup, très fantasque, mais c'est quand même un maître de la bataille mentale, Fury. T'as l'impression qu'il est dans sa tête, l'autre. Même dans toutes les déclats qu'on a passés et tout, il n'arrive pas à comprendre ce mec, quoi. C'est pas juste dans sa tête.
Il habite dedans, il y a 4 étages. Ah ouais, non, c'est clair. Et c'est marrant, ouais, parce que même dans le marketing, tu vois qu'ils font les uns, ils font que de penser à l'autre, ça, dans la bande-annonce qui est magnifiquement réalisée. Ouais, super. Ils se voient Sublime. partout. Usyk, il voit Fury partout, Fury voit Usyk partout. Et en fait, c'est un peu ça, je pense, l'état d'esprit. Ouais. Sauf qu'on a un Usyk qui est très froid. C'est aussi pour ça qu'il a pris l'image peut-être de l'agent Hitman, agent 47. Et en fait, j'ai repensé dans la vidéo cette nuit, c'est le call avec Turquie là. Ouais. Regardez bien au moment Quel où enfer, Usyk ce apparaît. Regarde bien Dylan quand Usyk apparaît. En fait, t'as le nom d'Usyk qui apparaît avant qu'il apparaisse. Regarde la tête de Fury. Dès qu'il comprend qu'il va y avoir Usyk dans le call, il se remet tout droit, sa tête redevient sérieuse. Tu sens que c'est une galère dans sa tête, ce mec-là. Non, il est rentré dans sa tête il y a bien longtemps déjà. Dès les premiers moments, il a commencé à le call-out à l'époque. Ouais. Et Fury essayait encore un petit peu de se tenir à l'écart du combat. Il était déjà rentré dans sa tête. Aujourd'hui, il est pleinement dans sa tête. Et puis franchement, c'est compliqué parce que la vérité, c'est que pour donner une image un petit peu drôle, t'es dans un bus à minuit, et il y a que le chauffeur, et il y a que toi et lui dans le bus. Je te garantis que t'as plus peur que lui. Tu descends là, quand on arrive. c'est lui le fou du bus. Tu vois. C'est vrai. Le mec est là au fond du bus, il dit I will not leave you alone. Ouais, j'avoue. Tu fais arrêt demander, tu sors, tu vas faire autre chose. Tu restes pas. Les analogies de Baba, on les aime. Messieurs, avant de passer à Bruno Suras, parce que ça mérite, t'y couperas pas pour celui-là, Baba. Quand c'est les gros fights, tu sais que t'y coupes pas. Pronostic, messieurs. Ouais, non, c'est vrai. Usyk Fury 2, ce week-end, Riyad, Arabie Saoudite, pour les 3 ceintures des poids lourds WBA, WBC, WB. On rappelle l'IBF, c'est pour du bois en ce moment. Qui gagne? Comment, Dylan? Usyk KO 10e. Kabir? Usyk KO 8ème. Baba? Usyk au point, comme je dis depuis 2012. Usyk au point encore. Il va gagner, il va se poser à la décision. Mais s'il y a un KO en fin de combat, je serais pas surpris. J'avais noté Usyk KO 11, donc on a 9, 10, 11, je crois. 8, Au moins, on a 3 choix possibles. Mais vous connaissez l'expression en boxe. Hein. Un gros bon boxeur bat toujours un plus petit bon boxeur. Sauf que là, c'est un boxeur exceptionnel. Ouais, c'est pas juste un bon boxeur. C'est là où ça fait la différence. C'est ça. Je pense qu'il y a une différence quand même entre les deux. On passe à Bruno Suras, messieurs. Et d'abord, on vous fait revivre, en 30 secondes, l'exploit au micro de RMC Sport. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, à Tijuana, dans un stade de foot. Bruno Suras contre Rémi Munguia. Il en croit pas ses yeux. Le regard était apeuré à la fin de la deuxième. Il l'arrête. Mais on n'a pas eu un exploit comme ça. On n'a pas eu un exploit comme ça en France depuis combien de temps? Mais non, j'y crois pas. Waouh. Vous entendez, je sais pas si vous entendez la voix de John Dovi se perdre tellement je pense qu'il est debout dans la cabine, qu'il n'y a plus du tout de micro qui compte, quoi que ce soit. Quand tu connais la cabine, Voilà, tu sais les deux vous connaissez. Il était levé, c'était tu sais qu'il est dedans et qu'il prend toute la place. Moi, j'espère que John va bien déjà. parce que ouais, ça m'a fait bien rigoler quand je l'ai entendu. Non, mais je crois que ça méritait. On va rappeler pour du contexte rapidement. C'est juste incroyable. C'était Rémi Munguia, l'ancien adversaire de Canelo. C'était en mai dernier, Canelo, un 44-1 en carrière. Sa seule défaite, c'était contre Canelo et c'était à la décision. Il n'avait pas été mis KO, il avait été mis knockdown. C'était son premier knockdown en carrière. Chez lui, à Tijuana, dans un stade de foot, 27 000 personnes. Donc jamais mis KO, je le rappelle. Bruno Suras, c'était un combattant qui a été champion de France et qui a eu une ceinture européenne mineure. Donc c'est du niveau continental moyen, on va dire pour l'instant, sans lui faire offense. Oui, bien sûr. Jamais il avait affronté ce genre d'adversaire. Il avait mis que 4 KO en 25 victoires. Bruno, sur ses 25 victoires chez les professionnels, il évolue chez les moyens, la catégorie inférieure, puisque là on est en super moyen, on est dans le top 3 des super moyens. C'est dinguissime, Baba. C'est une folie. J'ai pas ce que je viens de dire. J'ai pas les mots. C'est juste exceptionnel ce qui s'est passé à tous les niveaux. Ouais, voilà. Il a changé sa vie, Kabir, il a changé sa vie en un coup. Il a changé sa vie et clairement c'est un scénario digne de Rocky. Je sais même pas si dans Rocky c'est aussi, c'est aussi réaliste, mais c'est vraiment dingue ce qu'il a fait. Et effectivement, même en termes tout simplement mathématiques, il n'était pas du tout attendu sur ce combat. C'était censé être un combat d'activité, justement parce que Munguia était aussi appelé pour combattre Mbili. Et en fait, on se rend compte que il a déjoué les statistiques et il a fait, comme tu l'as dit, le combat de sa vie. Et on est très content pour lui, c'est magnifique. Dylan, ta réaction quand tu as vu les images?
moi, je vous l'avoue, je l'ai pas regardé en direct. Parce que moi, je suis très honnête. J'ai fait une interview que vous pouvez retrouver sur YouTube avec lui avant, où j'étais assez honnête aussi, que j'y croyais pas. Pas une seconde. Et j'ai pas regardé ce combat en direct, même si un combat est un combat, tu peux t'arriver, on sait. Mais j'y croyais pas une seconde. Dis-là, comment t'as réagi ? Personne n'y croyait. Je pense. Enfin, on va pas réécrire l'histoire maintenant. Personne n'y croyait. Clairement. Et c'est ça qui rend l'exploit encore plus beau. Surtout que du coup j'ai vu l'info passer, en plus d'ailleurs je crois que c'est sur ton tweet Alex, j'ai vu l'info passer, je me suis dit non c'est une blague, c'est pas possible, et donc première réaction que j'ai eue, je pense comme beaucoup de monde, je me suis dit bon bah peut-être un lucky punch, et il a mis un coup dans tout le combat et il s'avère que Munguia est tombé, donc j'ai quand même été voir le replay du combat. Et en fait, il fait un très beau combat. Bruno, il prend un down au deuxième, mais il fait un très beau combat. Et justement, il prend un down, il revient, il travaille bien au corps, il arrive à annuler la puissance de Munguia et il arrive à exploiter les faiblesses en défense qu'on peut lui connaître aussi. En fait, il fait un combat parfait. Il met son KO au 6e. Il réalise l'exploit de sa vie de très loin. Et il réalise un des upsets de la décennie largement. Voire depuis un bon moment effectivement, donc j'espère, moi maintenant ma seule réaction c'est j'espère qu'il va réussir à capitaliser là-dessus. Rematch contre Munguia, fait venir Munguia au Palais des Sports de Marseille, mon frère. Mais complètement. Alors pour info, puisque je l'ai vu passer cette nuit, la Zenfer Promotion, qui est le promoteur mexicain de Munguia, a dit qu'ils allaient activer une clause de revanche, donc il y en avait une. Donc dans un 10 rounds, pas pour un ça c'est fou, pas pour rien du tout. Munguia a sa petite clause de revanche au cas où il se passe un délire, et donc c'est ce qui s'est passé. Donc déjà Bruno, saigne-les si tu peux, saigne-les le plus possible après ça, parce que tu l'as mérité. Il est passé 9ème box rec en super middle. 7ème, il est remonté encore ce matin. Il est remonté encore ce matin. Le délire. 7ème, j'ai regardé avant de venir. Donc il n'y a que des gros names en face devant lui, ou à côté de lui. C'est ça qui est dingue. Il n'y a que les plantes, les Pacheco, les Munguia, c'est pas saccaté. Il dit même qu'il veut rester en middle, Baba. Le but c'est de rester en middle. Mais là les opportunités sont dingues. Les opportunités sont dingues parce qu'il s'est créé une histoire folle avec ça. Il y a des mecs qui tweetaient que le manager de Canelo est avec lui au téléphone en ce moment même, alors qu'il est encore sur le ring. Mais c'est un peu ça l'histoire, c'est que il s'est créé un moment, c'est la droite de sa vie tout simplement. C'est la droite de sa vie qui va lui créer des opportunités exceptionnelles. On partageait en rigolant, mais Canelo l'a pas mis KO. Il a fait mieux. Si tu veux. Speaking facts, factuellement, il a fait mieux que Canelo. Il a fait mieux à 6 mois d'écart. Et voilà, donc la revanche c'est une évidence. Tout le monde le savait et tout le monde le sait. Il y aura une revanche évidemment. Et ce sera encore au Mexique très probablement. Je pense qu'ils vont le refaire. Il faut savoir qu'il a mis KO devant Julio César Chavez, qui est la légende de la boxe mexicaine. Il n'y a que des images incroyables dans ce truc. Et voilà, donc c'est super intéressant pour tout le monde. Moi, j'en parlais avec un de ses bons potes, et je vais lui rendre hommage à 2 potes. C'est Shakib, qui avait le média Overend, qui l'a suivi sur des championnats de France, sur des petits combats obscurs et tout. Et Younes, qui était aussi le duo d'Overend. Donc Shakib, il était là-bas, j'espère qu'il a retrouvé ses esprits parce qu'il nous écoute. Mais voilà, c'est important de mentionner ces 2 gars qui ont suivi Bruno depuis le début. Et puis voilà, donc il y aura des grosses opportunités, il faut capitaliser. Et même en moyen, qui est une catégorie encore plus ouverte, il y a super moyen, où il y a beaucoup plus de place. Il a un chemin à faire sur des trucs. J'espère qu'il va capitaliser dans les bonnes conditions pour lui. Je pense qu'il va pas pouvoir échapper à la revanche contre Munguia. Il échappe pas. Mais en même temps, en monnayant bien l'affaire, tant mieux, vas-y. Bien monnayé, et puis alors elle va être beaucoup plus regardée que la première, je peux vous dire. Il va y avoir plus d'un observateur box qui va aller voir cette revanche-là. Clairement. Donc tu as les yeux du monde sur la boxe, et même si tu perds la revanche, tu peux te faire aussi un nom en faisant un beau combat. Le combat, vous le dites, il est marrant parce qu'il est pas non plus ultra dominé. Je pense qu'il perd à peu près tous les rounds jusque-là. Mais c'est des rounds serrés. Il y a le down au deuxième où tu te dis ça peut mal se passer, mais après il est assez malin défensivement. Il y a déjà le bras arrière qui passe de temps en temps, tu te dis ça peut faire mal au moment où ça va toucher. Il utilise hyper bien les cordes très flex du ring à Tijuana pour défendre. Je trouve qu'il a été très malin là-dessus. Et puis après, en fait, Munguia a toujours montré de la défensité. Il a toujours été poreux défensivement. Et ses mains basses sur le dernier, où Bruno a presque le temps, si vous regardez bien le ralenti, il a presque le temps de regarder. Ah ouais, c'est ouvert comme ça là. Boum, je t'en mets une. Exactement. Et donc il y avait cette. Mais je pensais pas que le mec qui exposerait ça à la face du monde, ce serait Bruno Suras. C'est ça. Avec tous les mecs qui a boxé, tu vois. Voilà. Avec tous les mecs qui a boxé, surtout Canelo. Mais Canelo, Bazignan récemment. Il le voit juste avant. En fait, Suras, il le voit juste avant. Il y a la même action, peut-être 30 secondes avant, tu vois, contre les cordes. Munguia attaque, et puis quand il reset, il est là. Il attend en fait à la distance de frappe et avec les mains un peu basses. Et Suras, il l'a vu. Et moi, Shakib m'avait dit, Suras, il a un très bon timing. C'est ce qui le caractérise en tant que boxeur en fait. Il l'a vu, il a envoyé la droite parfaitement au bon moment. Et c'est voilà, il a gagné en boxant tout simplement. Et le dernier petit thème sur ça, messieurs, avant de rendre l'antenne pour cette émission. Un plaisir d'être avec vous, Kabir et Dylan de Fight Minds, vraiment. C'est déjà fini, j'ai envie de pleurer.
C'est quoi la portée de cet exploit en fait? C'est l'upset le plus dingue. Moi, de mon vivant, en fait, j'ai échangé hier avec Baba, on s'envoyait des WhatsApp et je lui disais, j'étais chez moi, je faisais un peu de jardinage. Pour tout vous dire. Et j'y réfléchissais et je disais, mais j'y arrive pas, je trouve pas. Je trouve pas d'équivalent. Alors, je vois ce que tu dis, parce que j'ai repris tous les upsets of the year, donc les surprises de l'année pour le magazine The Ring depuis les années 80. Et on en parlait un peu en off, Dylan, avant l'émission, donc je trahis pas ta pensée en le disant, mais il y a des upsets qui ont un plus grand retentissement. Quand Ruiz bat Joshua, quand Buster Douglas bat Tyson à Tokyo, le retentissement que ça a, vu les stars que c'est en face, l'enjeu avec des titres poids lourds et tout ça, c'est énorme. Mais en termes de différence de niveau sur le papier, de improbabilité du truc, du mec qui gagne, qui est tellement loin au classement qu'en fait il devrait même pas avoir ce combat-là. Je vois rien d'équivalent, les gars. Kabir, effectivement, si on parle par exemple de cotes ou de statistiques, tu parlais de Buster Douglas contre Tyson, c'était 42 contre 1, il me semble. Donc là, on était plutôt sur du 25 contre 1. Mais c'est moins. Ça reste énorme ici, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais Buster Douglas était plus proche, tu vois, en fait, niveau mérité affronter Tyson niveau ranking. C'était un combat plus légitime déjà sur la partie sportive. Je dis pas, bien sûr que Bruno n'était pas légitime, mais que, en tout cas, en termes de ranking pur, Munguia, c'est quand même le top, vraiment le top du top, puisqu'il a affronté Canelo. C'est le top 3 mondial dans cette catégorie. Et se dire qu'un combattant qui n'était pas spécialement dans les rankings, qui n'était même pas dans cette catégorie-là, puisse l'affronter. Déjà, le fait que ce combat provienne, c'est déjà une faible probabilité. Alors qu'il le remporte, ça l'est encore plus forcément. Donc, énorme upset. Baba, il n'y a pas d'équivalent? Non, j'ai cherché toute la journée hier, parce que tu me posais la question, donc j'ai cherché. Tu vas avoir une liste de noms avec des gros upsets. T'as les upsets de l'année décernés par The Ring. Asim Rahman en 2001 contre Lennox Lewis, c'est moi un des plus gros que j'ai vu de ma vie. C'était un gros upset à l'époque, tout le monde en parlait. Mais là, ce qui vient de se passer, vu les conditions du combat, c'était vraiment le faire valoir par excellence. On l'appelle vraiment juste pour perdre Bruno. C'est incroyable, c'est juste incroyable et c'est beau. En équivalent français, sur les réseaux, beaucoup de gens ont cité René Jacot contre Donald Curry en 89 à Grenoble. Mais Jacot, il est champion d'Europe, il est bien classé dans les classes pour la ceinture WC Super Welter à l'époque. Mais tu vois, c'est pas Bruno en termes d'où il vient, en termes de classement et tout. Il est beaucoup plus légitime à affronter Curry. Oui, mais en plus, il est en capacité d'organiser un championnat du monde chez lui. Voilà. On est vraiment sur un truc complètement différent. C'est totalement différent. Là, c'est pas tu vas dans un stadium à Tijuana, c'est pas tu vas. Je sais pas, t'es pas à Touloum, tu vois. T'es pas dans la zone, tu vois, de vacances. Non, c'est dans un bourbier. Moi, Shakib, il m'a dit, c'est le vestiaire, c'était pire que Japi. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous disait, il nous disait que c'était Japi. Max, dans l'oreille, me demande si c'est comme si Guingamp battait le Real Madrid. On est pas loin de ça. Il y a Brest là qui est en train de faire des choses en Champions League. C'est peut-être même pire que Guingamp. C'est pire que Guingamp Real, peut-être. C'est le Togo qui bat le Brésil. Avec tout le respect que j'ai pour le Togo. Et pour le Brésil. Non, c'est une dinguerie. Moi, depuis 2010, quand je regardais les upsets of the year, c'est pour un petit clin d'œil pour ceux qui l'ont jamais vu, ce qui me faisait le plus waouh, c'est Nobuhiro Ishida contre James Kirkland, qui le met KO au premier round, alors que c'est inattendu total. Mais pareil, en fait, Ishida, il est beaucoup mieux classé que pouvait l'être Bruno. Kirkland, il est un peu exposé derrière. Voilà. Il n'y a pas d'équivalent, tout simplement. La victoire vieillit pas super bien. Moi, de mon vivant, j'en ai pas vu. Il n'y a pas d'équivalent, mais je maintiens. Enfin, je suis d'accord et je rends hommage à Younes avec qui j'ai eu ce débat. Je suis d'accord pour dire que c'est plus surprenant encore que Ruiz contre Joshua, parce que Ruiz était déjà établi. Et pareil pour Asim Rahman, même Buster Douglas dans une certaine mesure, même si les bookmakers étaient vraiment à l'envers. En fait, c'était plus sur le upset of the year. Pour moi, ça veut pas juste dire la différence de niveau, ça veut aussi représenter le retentissement et l'importance que ça peut avoir. Parce que dans 20 ans, quand tu regarderas l'upset of the year, faut que le combat qui est écrit dessus, il te parle, tu vois, qu'il ait provoqué quelque chose. Alors si Suras, maintenant, il fait 3 combats jusqu'à la ceinture contre Canelo, évidemment que ce combat, il voudra dire quelque chose, tu vois. Mais moi, ce côté upset of the year, je trouve que sur ces 10 dernières années, Ruiz-Joshua, pour moi, c'était tellement n'importe quoi la Fight Week sur le manque de respect pour Ruiz, même y compris des analystes, que du coup, pour moi, c'est encore un cran au-dessus, parce que champion unifié, invaincu, champion olympique, machin, tu vois, c'était un cran au-dessus de Munguia, pour moi, quand même, en termes d'accomplissement. Et du coup, c'est pour ça que je disais Ruiz-Joshua, mais évidemment, et ça n'enlève rien à ce qu'a fait Bruno, c'est un exploit, c'est un des plus grands exploits de l'histoire de la boxe française, ça par contre, et de très loin. Et c'est incroyable ce qu'il a fait, et j'espère vraiment qu'il va capitaliser parce qu'il mérite là.
Non mais t'as raison, c'est comme quand des fois on fait le combat de l'année par exemple en MMA ou à l'UFC où on dit toujours faut aussi un combat en jeu parce que le petit combat au début de prélim qui est un super bonbon, c'est pas vraiment non plus le truc qu'on va désigner pour un combat de l'année. Donc je te suis totalement sur cette analyse Dylan, mais coup de chapeau énorme à Bruno Suras une nouvelle fois parce que il est XXXL et on fera tout et on l'aura dans l'émission Baba. C'est une garantie que je dis, il viendra nous voir en studio parce que il l'a mérité et on le mettra bien en avant Bruno. C'était énormissime de voir ça à Tijuana. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Kabir, merci Dylan au téléphone. Merci pour l'invitation. Et suivez Fight Minds, la boxe comme le MMA, mais surtout la boxe avec nos compères parce qu'ils méritent et ils font du super boulot. Merci également Baba. Merci et à très vite pour le prochain épisode du RMC Fighter Club. Salut à tous. Ciao ciao. RMC Fighters Club.